Pour les intéressés par les ETF, le choix est vaste, ce qui peut rendre la décision difficile. C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui les stratégies les plus populaires, les ETF utilisés, à quoi ressemblent ces portefeuilles et leur rendement réel au cours des dernières années. Bienvenue chez Northern Finance. Je suis Alex Black. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 modèles de portefeuille. Cela va du portefeuille mondial classique aux portefeuilles mondiaux équilibrés et conservateurs, un peu plus sûrs, en passant par des alternatives durables ainsi que des portefeuilles de facteurs et de dividendes qui adoptent une approche légèrement différente. Nous avons donc ici un grand bouquet coloré de portefeuilles, assez différents les uns des autres et offrant quelque chose pour chaque investisseur. Et si vous commencez tout juste à investir de l'argent et que vous ne savez pas par où commencer avec les ETF, regardez cette playlist ici dans la carte d'information et la description vidéo pour vous initier aux ETF avec toutes les informations dont vous avez besoin pour un bon départ, comme une vidéo sur les stratégies d'ETF les plus populaires. Et très important à ce stade, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Il s'agit simplement de mon opinion et ces portefeuilles sont principalement là pour t'inspirer et non pour te conseiller en matière d'investissement. Commençons directement avec le portefeuille mondial traditionnel et une répartition qui est également très traditionnelle. 70% pays industrialisés, 30% pays émergents, c'est notre stratégie d'investissement. Comme cela peut être si simple, avec seulement 2 ETF, vous couvrez les pays et les entreprises les plus importants de l'économie mondiale, pour être précis 85% du marché boursier mondial investissable, et la répartition 70% à 30% est la répartition la plus connue, mais bien sûr, vous pouvez également vous en écarter. Pour le fournisseur d'indices de ce produit, MSCI, ces pays sont tous considérés comme des pays développés, tandis que ces pays sont considérés comme des pays émergents ici. On peut longuement débattre de la question de savoir si la Chine est vraiment à sa place ici, mais selon mes informations de MSCI et du concurrent Fusi, il ne semble pas que la Chine soit sur le point d'être considérée comme un pays industrialisé. Sera catégorisé? Si oui, je ferai une vidéo à ce sujet. Pour ne pas le manquer, abonnez-vous à la chaîne. Et plus on pondère les pays émergents, plus on prend également tendanciellement de risques, car les entreprises des pays émergents ont généralement des fluctuations de prix plus élevées que dans les pays industrialisés, mais peuvent également générer des rendements plus élevés. Et pour ces portefeuilles, nous utilisons l'iShares Core MSCI World ETF et l'iShares Core MSCI Emerging Market ETF. Alternativement, vous pouvez également opter pour d'autres fournisseurs tels que Xtrackers ou Luxor, car les produits sont exactement les mêmes et ne diffèrent vraiment que par les coûts. Dans notre exemple, les ETF sont capitalisants, c'est-à-dire qu'ils ne distribuent pas les dividendes des entreprises, mais les réinvestissent dans ces sociétés, mais on peut tout aussi bien choisir des ETF distribuants, selon ce que l'on préfère. Rendement de 78% sur 5 ans, 32,5% en 2020. Au cours des 12 derniers mois, pour être précis. Cependant, il n'est pas nécessaire de construire le portefeuille mondial de cette manière, mais on peut également lier la pondération des pays développés et émergents à d'autres critères tels que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la performance économique d'un pays, ce qui conduirait à une répartition de 60% pour les pays développés et 40% pour les pays émergents. Personnellement, je vais plus loin et je pondère les deux ETF de manière égale, donc 50 à 50, et j'utilise les ETF de Vanguard. Cependant, vous ne devriez pas les mélanger avec MSCI, car le fournisseur Fusi de Vanguard a des critères légèrement différents de MSCI. Il est conseillé de choisir l'un des deux et de s'y tenir. Ces 5 dernières années, cette répartition 60 à 40 selon le PIB aurait généré un rendement d'environ 77% et de 32,5% l'année dernière. Et maintenant, passons à une sélection quelque peu inhabituelle pour le portefeuille mondial avec 4 ETF qui investissent spécifiquement par région. Pour cela, nous utilisons le Vanguard S&P 500 ETF et le pondérons à 60%, couvrant déjà l'Amérique comme plus grand marché boursier. Nous ajoutons l'iShares Core MSCI Pacific ex-Japan à hauteur de 10% afin de couvrir la région asiatique, à l'exception du Japon, car ce dernier présente un avantage de développement significatif par rapport à la plupart des autres économies asiatiques.
C'est pourquoi nous ajoutons un ETF supplémentaire pour le marché japonais avec 10%, le X-Tracker Nikkei 225, ainsi que pour le marché européen le Luxor Core Stock Europe 600, composé des 600 plus grandes entreprises européennes, que nous pondérons à 20%. Ainsi, nous investissons 60% aux États-Unis, 20% en Asie et 20% en Europe. L'avantage de cette stratégie est bien sûr que l'on peut couvrir les plus grandes régions du monde selon ses propres préférences, tandis que l'inconvénient est qu'il faut se renseigner davantage et éventuellement rééquilibrer plus souvent que dans les stratégies précédentes. Le rendement de ce portefeuille a été légèrement supérieur aux portefeuilles mondiaux précédents avec 85% sur les 5 dernières années et de 31,9% sur les 12 derniers mois. Et maintenant, passons au quatrième et dernier portefeuille mondial normal, qui ne nécessite qu'un seul ETF, la stratégie All World, avec laquelle on ne peut rien changer dans la pondération des secteurs et des pays ou quoi que ce soit d'autre. Non, on a simplement une stratégie préétablie et certains peuvent être dérangés par cela, d'autres trouvent cela super. Avec cette stratégie, nous investissons 100% dans le Vanguard Fuji All World ETF, qui investit principalement aux États-Unis, Japon, Chine, Royaume-Uni, France et Allemagne. Avec cela, on obtient les résultats les plus simples et très satisfaisants, clairement. Le rendement des 5 dernières années était de 80% et celui des 12 derniers mois était de 32%. Vraiment bien fait pour avoir rendu les choses aussi simples que possible. Et comme tout le monde n'a pas 20 ans et ne souhaite pas investir à 100% en actions, comme pour tous les portefeuilles mondiaux précédents, il pourrait être intéressé par le portefeuille équilibré et le portefeuille conservateur. Examinons cela. Dans ce cas, en plus des ETF, des obligations sont achetées. Commençons par le portefeuille mondial équilibré. Nous utilisons, comme mentionné précédemment, l'eShares Core MSCI World et l'eShares Core Emerging Market, pondérés à 70% au total. La part d'actions, répartie à nouveau 70 à 30%. 7030 y va. Pour cela, nous utilisons l'eShares Core Euro Government Bond, 20%, et le X-Tracker Euro Corporate Bond, 10%. Nous utilisons deux ETF récents pour inclure obligations d'État et d'entreprise comme facteur de stabilité dans portefeuille. Au cours des 5 dernières années, nous avons obtenu des performances légèrement inférieures, avec 57%, car nous incluons des obligations dans le portefeuille qui ont un effet stabilisateur mais offrent un rendement moindre. Au cours des 12 derniers mois, nous avons quand même pu réaliser un rendement de 23%. Passons maintenant au portefeuille mondial conservateur. Nous investissons ici seulement 40% en actions et 60% supplémentaires en obligations. Bien sûr, ceux qui le souhaitent peuvent aussi réduire la part d'actions à 30%. Les actions sont réparties comme précédemment et pour les obligations, nous utilisons un seul ETF qui est encore plus conservateur que les ETF d'obligations précédents car nous investissons maintenant dans le Luxor Euro Government Bond à 3 ans, représentant 60% de notre portefeuille, ce qui signifie que nous investissons uniquement dans des obligations d'État à court terme, moins risquées que les obligations d'État en général. En conséquence, la performance est aussi plus faible, car il s'agit principalement de préserver la valeur dans ces portefeuilles plutôt que de favoriser la croissance. Sur 5 ans, le rendement n'a été que de 30% et sur 12 mois, près de 3,10%. Il est possible d'investir et de réaliser un rendement tout en ayant moins de fluctuations dans le portefeuille. Je garde ma part d'action. Et toi, quelle est ta part? Dis-le en commentaire. Je suis vraiment intéressé par cela et si vous aimez la vidéo, soutenez-la avec un like. Et maintenant, passons au portefeuille durable qui permettent d'investir uniquement dans des entreprises respectant certaines normes en matière de durabilité ou de se concentrer particulièrement sur des entreprises durables. Tout d'abord, nous construisons un portefeuille particulièrement durable, puis un portefeuille mondial durable qui est relativement normal. Les deux investissent à 100% en actions. D'abord, portefeuille durable. Ici, nous prenons le Luxor MSCI World ESG Trend Leader et le pondérons à 70%. Cela implique d'investir uniquement dans des entreprises qui présentent un profil ESG nettement supérieur à la moyenne de leur secteur et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. ESG est l'abréviation anglaise des normes E, S et de gouvernance. Pour cela, nous prenons le Luxor MSCI EM-ESG Trend Leader, qui procède de la même manière, mais investit dans les pays émergents. Nous le pondérons à 25%. Enfin,
nous ajoutons l'eShares Global Clean Energy qui investit dans 83 entreprises du secteur de l'énergie durable. Nous mettons ici un accent sur les énergies durables, mais investissons seulement 5% du portefeuille pour limiter le risque en tant que valeur sectorielle. Au total, nous avons réalisé un rendement de 46% ici, mais le graphique ne couvre pas une période de 5 ans car les ETF ne sont pas encore assez anciens, et au cours des 12 derniers mois, le rendement a été de 32%. Cette valeur peut être de nouveau comparée aux portefeuilles mondiaux précédents et elle est très similaire. Ainsi, il n'y a pas eu de perte de rendement, ce qui est vraiment important à noter dans ce portefeuille mondial durable. Le deuxième portefeuille mondial durable se compose de l'eShares MSCI World SRI, que nous pondérons à 70%, et de l'UBS ETF MSCI Emerging Market Socially Responsible, qui reçoit 30%. Les deux ETF sont à nouveau filtrés selon des critères ESG et nous excluons le secteur supple. Ici, nous avons le portefeuille mondial classique et durable, où nous avons également réalisé un rendement de 46% sur une période d'observation un peu plus courte et de 32% au cours des 12 derniers mois. Tous ces ETF sont disponibles chez le Smart Broker pour être achetés, vendus ou inclus dans le plan d'épargne. Tradez actions des 0 €, ETF, certificats, obligations, fonds et métaux avec Smart Broker. Avec Smart Broker, pas de frais de dépôt, tous les marchés allemands et de nombreux marchés internationaux, plus de 600 ETF pour votre plan d'épargne. Le Smart Broker propose une des meilleures offres en Allemagne pour les investisseurs privés. Ravi qu'ils soutiennent cette vidéo. D'ailleurs, tu trouveras mon témoignage complet sur Smart Broker avec toutes les infos nécessaires pour décider si c'est fait pour toi ou non. Et maintenant, passons au portefeuille de facteurs et de dividendes en commençant par le portefeuille de facteurs. La stratégie selon Guerre de Commerce consiste à combiner intelligemment les indicateurs fondamentaux des entreprises afin de compenser les faiblesses des indices classiques. Cela signifie que nous ne voulons pas seulement pondérer selon la capitalisation boursière, mais aussi tenir compte d'autres facteurs. D'abord, nous avons l'eShares Edge MSCI World Multifactor, évalué à 53%. Ensuite, l'eShares Core MSCI Emerging Market, évalué à 17%, et le Luxor Euro MTSI Guest Rated Macro Weighted Government Bond, duré 1 à 3 ans, 30%. Quel nom compliqué! Le principe derrière est très simple, nous n'investissons que dans des obligations d'État à court terme de la plus haute qualité de crédit en tenant compte de ces facteurs ici et de ces facteurs dans l'ETF MSCI World. Sur 5 ans, rendement de 46%, sur 12 mois, environ 23%. Et maintenant, pour conclure avec le portefeuille mondial de dividendes, que je trouve particulièrement intéressant car on y trouve des flux de trésorerie prévisibles. Dans ce cas, 4 ETF investissent dans des aristocrates mondiaux des dividendes. Cela signifie que seules les entreprises qui ont maintenu leurs dividendes au cours des 25 dernières années ou même l'ont régulièrement augmenté sont incluses. Les actionnaires reçoivent généralement des dividendes plus élevés ici. Comme nous investissons à 100% en actions, ce portefeuille est plus adapté aux investisseurs audacieux. Les dividendes sont principalement aux États-Unis, donc construire un portefeuille mondial avec eux n'est pas facile, mais j'ai réussi avec ces ETF. En premier lieu, nous avons le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat avec une pondération de 23%, suivi du Penn Asia Dividend Aristocrat avec 40%, ainsi que du UK Dividend Aristocrat avec 6% et des US Dividend Aristocrat avec 31%. Au cours des 5 dernières années, la performance ici a été d'environ 47%, ce qui est assez décent pour des dividendes aussi prévisibles, et au cours des 12 derniers mois, nous avons pu réaliser un rendement de 26%. C'était un aperçu des meilleurs portefeuilles ETF mondiaux et des modèles de portefeuille de 2021, ainsi que du rendement qu'ils offrent réellement. Si vous avez aimé, laissez-moi un avis et j'espère que cela vous a inspiré pour votre portefeuille. Je serai ravi si vous vous abonnez, ainsi vous ne manquerez aucune vidéo. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur vos actions dans votre portefeuille. J'attends avec impatience nos échanges et à la prochaine fois.